Laetitia, si vous vouliez compléter. Et on parle de la conception universelle des apprentissages dans la préparation, c'est-à-dire reprendre voilà, tout ce qui peut poser problème en fait à plusieurs élèves. Et attention dans l'éducation nationale à la segmentation des individus. Toi, tu es comme ça, donc l'école a sa responsabilité aussi là-dedans. Mais la conception universelle des apprentissages peut être aussi dans la réalisation en elle-même de la séance, c'est-à-dire en accordant des petites séances de 20 minutes avec un timer, en ajoutant des ressources à l'élève qui peuvent être juste des règles antidérapantes ou des règles pour lecture, plein de petits trucs qui peuvent pendant la séance l'aider. Et après il y a un troisième temps qui est au niveau de tout ce qui est évaluation, comment j'évalue l'élève, donc Olivier t'en a parlé, qui est assez importante aussi. Évaluer un élève à besoin éducatif particulier. Est-ce que je m'autorise à le faire comme si c'était un élève classique? Est-ce que j'indique s'il a réussi mais avec de l'aide, ou est-ce que je ne le mets pas? Voilà, c'est la norme scolaire, comment je le fais et comment je m'autorise à jouer avec. Il y a aussi à prendre en compte l'état de l'enfant pour qu'il devienne élève, c'est-à-dire qu'il accède aux apprentissages. Alors c'est son état intérieur, ses émotions, sa capacité à se concentrer, sa capacité à porter de l'attention conjointe, sa capacité à mettre en mots des émotions, des conflits passés ou présents. Tout cela, il faut le prendre en compte, hein, ces capacités, je parlais tout à l'heure dans le dispositif qu'on a mis en place sur le territoire accessible, ce relais et espace d'autorégulation. Je pense que c'est un incontournable pour, dans le cadre des apprentissages, dans cet accès universel aux apprentissages où on ne se dit pas que l'élève c'est une page blanche et l'enseignant doit remplir cette page blanche. On n'en est plus là. Il faut qu'on change de paradigme, qu'on prenne l'enfant dans sa globalité pour lui permettre d'être élève. Et ça c'est un des aspects, à mon sens, essentiels sur les apprentissages et l'accessibilité aux apprentissages qui serait universelle. Et là pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Et on verrait qu'il y a des besoins éducatifs particuliers qui disparaîtraient. Non, je voulais rebondir aussi sur quelque chose qu'avait dit Madame qui me semble très important. Enfin, deux choses. Déjà, effectivement, on l'a tous plus ou moins dit, mais le rapport qu'on a au diagnostic, c'est vrai que le diagnostic ne devrait pas effectivement stigmatiser, et on a un gros problème avec ça, c'est qu'effectivement parfois dans certains cas on se demande dans quelle mesure il ne sert pas plus à stigmatiser qu'à mettre en place des aides ou des aménagements en face. Et il y a un gros travail qui doit être mené du coup sur le lien aussi entre la présence d'un trouble supposé ou non diagnostiqué ou diagnostiqué, et aussi le contexte de l'enfant et les inégalités sociales, parce qu'on voit que ce sont deux phénomènes qui vont se nourrir l'un l'autre et qui vont aggraver la situation de l'enfant. Et du coup, je fais le lien aussi avec, vous parliez des parents et des mères, et du coup, il y a des études qui ont montré à quel point les familles étaient impactées par, pas uniquement la présence d'un enfant différent, mais aussi par l'incapacité de l'école à accueillir cet enfant différent et à lui donner une éducation correcte, de nombreuses mères qui sont obligées d'arrêter de travailler, etc. Donc ça a des conséquences, c'est pas uniquement effectivement l'école, c'est aussi, ça a des conséquences sociales et ça joue aussi, ça aggrave aussi certaines inégalités sociales et des inégalités de genre, parce que effectivement les familles et les mamans, c'est une catastrophe d'un point de vue professionnel. Alors, le plus grave, c'est pour l'enfant, hein, mais voilà, on voit aussi qu'il y a des dommages collatéraux, et pour les mamans, c'est compliqué. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. L'idée, c'est toujours cette interactivité, donc de pouvoir poser des questions à nos 4 experts. Bonsoir, et puis je vous remercie déjà pour ces échanges. Moi, je rebondis, je suis psychologue sociale et j'ai travaillé dans l'éducation nationale aussi en tant que psychologue de l'éducation nationale. Je n'y suis plus pour des raisons évidentes par rapport à... là, on parle d'universalité, et moi, j'ai très vite rencontré des situations où justement on ne pouvait pas accompagner les enfants parce que ce qu'on nous demandait... je vais revenir exactement sur ce que vous aviez dit. Hein. Parfois, on est obligé de courir derrière tous les processus qu'on peut mettre en place pour essayer d'aider un enfant. Et à la fin, du coup, le pauvre n'est pas vraiment aidé parce qu'on a passé le plus clair de notre temps à remplir des papiers administratifs pour potentiellement obtenir une aide parce qu'il est différent, apparemment.
de tous les autres enfants. Donc merci de rebondir là-dessus, et ça me refait penser à de nombreuses phrases que j'ai pu entendre de la part d'enseignants notamment, sur l'aspect cet enfant n'est pas adapté pour l'école. Et moi j'ai toujours trouvé cette phrase vraiment terrible. C'est l'école qui n'est pas adaptée, c'est pas du tout dans ce sens qu'on devrait le percevoir, et malheureusement c'est beaucoup ce qui est véhiculé. Alors bon, après c'est une expérience personnelle, mais je pense pas être la seule, j'ai beaucoup de collègues qui vivent la même chose. Du coup je m'interroge aussi, parce que je trouve que c'est une très belle démarche, mais les enseignants ils l'ont vécu comment ils l'accueillent, déjà cette démarche. Je pose la question aussi parce que je sais qu'il existe par exemple de l'auto-formation pour les enseignants. On a Magister, on a des accès à des formations, mais pour avoir parlé avec de nombreux enseignants, ils n'ont pas le temps d'aller chercher ces ressources-là, et d'autant plus qu'on leur demande de se former sur leur temps de travail. Donc c'est un peu compliqué, donc justement de ne pas se former sur leur temps de travail, mais d'aller rajouter du temps de travail pour se former. Donc je me demande comment est acceptée cette démarche de la part des enseignants. Est-ce qu'ils sont formés pendant leur temps de travail, ou est-ce que c'est un temps supplémentaire? Et puis dernière question, et après j'arrête, sur le long terme, est-ce que ce serait une intégration possible de parler justement de cette accessibilité universelle des apprentissages, de comment on conçoit des apprentissages comme ça dans le MEF, dans le master qui va préparer les enseignants à devenir enseignants? Je vais commencer par la dernière partie de vos questions sur l'engagement des enseignants sur cette expérimentation. Il est fort et important parce que l'expérimentation est partie d'eux. C'est eux qui ont exprimé les besoins en termes d'accompagnement et de formation. Et dans le cadre des enseignants du premier degré, dans les obligations réglementaires de service, ils ont 18 heures de formation à faire sur l'année. Ils prennent l'entièreté de ces 18 heures sur les formations dans les différents plans. On leur a proposé plusieurs plans de formation pour qu'ils puissent choisir les domaines sur lesquels ils veulent travailler suivant leur propre identification de leurs besoins. Donc tous les enseignants du premier degré suivent cette formation-là dans le cadre de leur obligation réglementaire de service, c'est-à-dire pendant leur temps de travail. Pour le second degré, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas dans ce même cadre réglementaire. On est sur des enseignants qui sont là sur leur temps de travail, pour certains d'entre eux. Aujourd'hui, on ne fait plus de formation si l'enseignant doit être en face d'élève, donc on ne le retire pas de son face-à-face élève pour le former. Donc c'est sur des temps de formation qu'on met avec eux, on leur propose des plannings et on ajuste des plannings suivant leur disponibilité, les mercredis, notamment mercredi matin et mercredi après-midi. Et on a des enseignants qui, globalement, s'engagent de plus en plus dans cette formation-là. Alors, quand je dis de plus en plus, parce que c'est une expérimentation qui n'a pas vocation à durer une année. On a basé, c'est une expérimentation qui doit se faire de façon, au moins sur 3 ans. Cette communauté éducative, cette communauté apprenante dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on fait des visites croisées, on va observer. Alors déjà, ils se réunissent entre eux et ils décident sur quoi ils veulent travailler. C'est-à-dire que c'est pas le formateur qui va dire aujourd'hui on va venir travailler sur ça. C'est eux qui expriment un besoin en prenant le temps de la discussion qui est mise en place sous forme d'atelier. Ils expriment un besoin et ensuite le formateur va les accompagner sur ce besoin-là, et ça va être des visites de classe, des visites croisées, des apports d'experts sur ces situations-là. Alors au début, certains enseignants sont assez frileux. On a l'habitude d'être dans sa classe sans qu'il y ait d'adultes en dehors de la ESH peut-être, ou de l'inspecteur qui vient les voir très rarement, mais voilà, c'est pas une pratique usuelle. Donc voilà, c'est quelque chose qui a besoin de se mettre en place, et quand les autres enseignants qui vont croiser ces enseignants qui font partie de la communauté apprenante voient l'enthousiasme et surtout les effets positifs de cet accompagnement-là, on a l'espoir que les années prochaines et les années suivantes, il y en ait de plus en plus d'inscrits. Je vous ai parlé de 90 enseignants sur l'ensemble de l'expérimentation. Il y en a 52 qui sont inscrits dans les formations. On espère que les années suivantes, il y en aura plus. Les premières questions étaient sur le parcours. C'est un parcours de combattants, de parents qui ont un élève, qui ont un enfant en situation de handicap, sur la reconnaissance, sur cet écart à la norme que vous interrogez. En effet, à l'école, on a des maîtres et des maîtresses. Et c'est pas anodin, ça. Maître et maîtresse, c'est celui qui est dans la maîtrise. Et là, il y a un enfant qui a des besoins éducatifs particuliers qui vient de mettre en difficulté un enseignant qui est le maître.
Ah, ça c'est quelque chose de compliqué, c'est-à-dire son identité professionnelle, des gestes professionnels qu'il a mis en place depuis des dizaines d'années, qui fonctionnent très bien. Hein. Le premier mois de la grande section maternelle, je fais ça, après j'ai ma programmation sur l'année, ça fonctionne bien, et là, il y a un trublion qui arrive dans la classe, et qui fait que je ne suis plus dans la maîtrise, et qu'il faut que je re-questionne mon identité professionnelle et mes gestes professionnels. Et ça, c'est pas simple. Après, il y a l'aide de l'accompagnant d'élèves en situation de handicap qui peut être notifié par la MDPH, mais attention, ne demandons pas aux AESH ce qu'elles ne peuvent pas faire et ce qu'elles ne savent pas faire, parce que elles ont des missions qui sont réglementées dans le cadre d'instruction officielle, et elles ne sont pas des éducatrices, ils ne sont pas des éducateurs, ils ne sont pas des neuropsychologues, etc. Donc on se retrouve avec un enseignant qui doit questionner ses gestes professionnels, un AESH qui parfois on lui demande des choses dans lesquelles elle n'est pas formée, je suis d'accord avec vous, mais elle ne le saura pas. Elle ne va pas passer un diplôme d'éducatrice spécialisée, c'est pas ce qu'on lui demande. Quand on regarde son travail, elle est là pour favoriser l'autonomie et l'accessibilité au savoir, au contenu. Alors là, sur le Var, depuis 2 ans maintenant, on fait une formation et on s'appuie sur des partenaires, sur des établissements médico-sociaux, sur des professions libérales, orthophonistes, psychologues. On s'appuie sur l'INSPE et on propose une formation initiale pour les AESH de grande qualité, où on aborde le domaine du spectre des troubles du spectre autistique, enfin plein sur les neurosciences, mais basé sur leur métier. Alors, oui, en France, on a le ministère de l'Éducation nationale et EVAI, c'est le seul, au jour d'aujourd'hui, qui a obligation d'accueillir n'importe quel élève qui se présente devant un établissement scolaire, qu'il soit petit, grand, chauve, brun, roux, dont les parents ont des papiers, dont les parents n'ont pas de papiers, qui sont en situation de handicap, qui ne sont pas en situation de handicap. On doit accueillir tout le monde. Et on essaye de le faire, mais réellement, quand je vois les enseignants avec beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, avec des moyens qui sont donnés pour le faire, mais c'est pas suffisant. Et le fait que l'on mette des AESH, et ça sous flou continu, on met des AESH auprès des élèves, on arrive à des nombres incroyables d'AESH sur le département. Et en 2015, on en avait 300, on en est à plus de quasiment 2000 à ce jour d'aujourd'hui. Et c'est un flou continu. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a un écart par rapport à la norme attendue que l'institution éducation nationale propose, elle est très normative, on a des instructions officielles, on est sous une organisation, j'en ai parlé un peu hier soir, qui date de la Troisième République, par niveau, par matière, avec des professeurs, avec des évaluations sommatives à la fin, des notes, etc. Mais tout ça, il faut le réinterroger. Alors, on est en train de le réinterroger, mais il ne faut pas qu'on reste seul, parce qu'à côté, on a le médico-social, c'est-à-dire le ministère de la Santé et de la Cohésion sociale. D'accord ? Et là, on dit, il n'y a pas de place en IME, ou alors je ne veux pas que mon enfant en aille en IME, il faut qu'il aille à l'école, et l'école, débrouillez-vous. Ça, maintenant, c'est fini. Lors de la conférence nationale du handicap en avril 2023, ça a été dans les 12 mesures, on fait rentrer le médico-social, on apprend à travailler avec le ministère de la Santé et de la Cohésion sociale pour qu'ensemble on puisse accueillir les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers à l'école, et que ça ne soit pas du seul fait de l'enseignant. Parce qu'on le maltraite. L'AESH, on les maltraite. Le nombre de fiches SST de sécurité et santé au travail que l'on reçoit régulièrement, quotidiennement à la DSDN, viennent de plus en plus des AESH. Parce qu'elles sont mordues, parce qu'elles sont battues, parce qu'elles ne savent pas comment faire. Mais bien entendu qu'elles ne savent pas comment faire, parce qu'elles ne font pas partie du secteur médico-social. Et donc, ce que l'on va faire à la rentrée prochaine sur le département du Var, on va travailler et on va mettre en place sur l'ensemble des établissements scolaires du département, de la maternelle au lycée, des enseignants spécialisés supplémentaires, armés par des personnels du médico-social, l'équivalent de 2 ans, équivalent temps plein de personnel du médico-social, éducateurs spécialisés, neuropsy, etc., pour pouvoir accompagner cette transformation du médico-social, cette transformation de l'accueil des élèves, pour que ça ne soit pas du seul fait au jour d'aujourd'hui, bien trop souvent, la condition sine qua non d'une école inclusive, c'est la présence d'une AESH. Ben non, c'est faux. C'est pas comme ça qu'il faut le penser, parce que on arrive dans un système où au jour d'aujourd'hui on est en train de vider la mer avec une petite cuillère, parce que c'est pas la bonne réponse pour prendre en compte l'ensemble des besoins éducatifs particuliers de tous les enfants. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez à propos des AESH. Alors, très clairement, nous, on est position famille, évidemment, et je rejoins complètement M. Abelsador. Ça peut surprendre que les familles, les associations de familles l'évoquent comme ça, mais nous aussi, on pense que l'AESH n'est absolument pas
la seule et unique condition de la scolarité. On le voit bien, puisque dès que la l'AESH n'est pas là, il n'y a pas de scolarité. Dès qu'il n'y a pas suffisamment d'heures, en tout cas, il y a une montée en puissance des moyens, puisqu'il y a en effet énormément d'AESH aujourd'hui, alors que par rapport à il y a 10 ans, on est sur quelque chose d'exponentiel. Alors, je sais que quand je tiens ce discours-là auprès de nos familles adhérentes, sur le moment, elles sont surprises, mais nous, on est convaincus qu'il faut travailler sur d'autres leviers. On le voit, on est arrivé à... Et ça ne veut pas dire que demain, il ne faut plus d'AESH, attention, hein, il faut les positionner là où elles sont absolument nécessaires. Et du coup, la notion de conception universelle des apprentissages prend tout son sens. Il y a plein d'enfants, en fait, on rend l'école accessible par la compensation humaine. Et du coup, si on n'a que ce levier-là, dès que cette compensation n'est pas efficace parce que l'AESH est en congé mater, parce qu'elle est malade, parce que ça ne se passe pas bien, etc., tout s'effondre. Si on soutient... je suis pas du tout experte en architecture, mais c'est comme un pont. Hein. Si j'ai qu'un seul pilier, si le pilier pète, j'ai plus de pont. Hein. C'est exactement ce que nous, on maintient auprès des familles. Attention, l'AESH, c'est bien, mais dans certaines circonstances, et il ne faut pas qu'il y ait que ça. Donc ça peut surprendre, mais je rejoins... que je rejoigne M. Belsador sur le propos, mais que les associations de familles soient convaincues qu'aujourd'hui, il faut se tourner vers d'autres moyens. Il y a une vraie réflexion à avoir sur ce rôle, sur ces postes, et pas uniquement par rapport à ce que vous dites, mais aussi parce qu'on parle d'accessibilité universelle et on parle donc d'une accessibilité qui est préparée en amont. Donc du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réfléchir à des ressources humaines qui soient là a priori de toute façon, comme par exemple en Italie où c'est un peu plus, ça se rapprocherait un peu plus de cette optique, où en fait il y a déjà sur place une personne qui est en capacité d'adapter. Déjà normalement les contenus sont plus adapté dans le modèle italien en amont, mais aussi une personne qui est capable sur le terrain d'adapter et de répondre à des situations plus compliquées, mais voilà, qui est là et non pas un dispositif annexe qu'on va ajouter. Et puis par rapport à ce que disait M. Belsador, moi je suis quand même pas tout à fait d'accord avec le fait que l'éducation nationale remette en question vraiment ces normes. Effectivement, il y a une réflexivité, et puis on voit qu'au sein de certaines équipes, il y a une vraie réflexivité, une vraie volonté d'avancer. Mais on a eu l'occasion déjà d'en parler un tout petit peu ensemble avant, mais c'est vrai qu'au niveau d'un certain nombre de normes et de pratiques, il y a des choses qui semblent totalement incontestables, qui semblent sacrées. Hein. Il y a une sacralisation de certaines pratiques. Donc vous avez parlé de l'évaluation. Est-ce que l'évaluation est vraiment remise en question? Est-ce que le classement est vraiment remis en question? Est-ce que le tri des élèves, on le voit, moi j'assiste à des conseils de classe de temps en temps, est-ce que le tri des élèves est vraiment remis en question? Je trouve que tout ça change beaucoup de forme, tout ça est beaucoup questionné par des personnes qui réfléchissent, mais est-ce qu'on arrive vraiment à casser le fonctionnement de fond de cette institution? J'en suis pas sûre. Je crois qu'il faudrait y aller un petit peu plus fort, à mon sens. Est-ce que vous pouvez le dire? Alors, je ne pense pas que nous soyons en désaccord là-dessus. C'est ce que je dis depuis hier soir. Je dis ça, on est dans une administration, dans des administrations en France, où on agit que quand il y a un écrit officiel. Une circulaire, une loi, un décret, des circulaires, des bulletins officiels, et grand malheur, alors ça c'est l'inspecteur qui le dit, je devrais pas peut-être, mais grand malheur à celui qui veut fonctionner hors norme, hors cadre. Alors oui, on a une norme qui nous est imposée, pourquoi? Parce qu'on est l'école de la République, et on doit accueillir une massification, une grande partie, tous les enfants sur le territoire, donc on a besoin de normes. Mais moi ce que je dis, cette norme-là, on la lit, et on y met l'intelligence de la situation. D'accord, en respectant cette norme-là. On n'est pas en train de se dire il faut que mon programme officiel il est là. Alors, parlons des cycles qui ont été mis en place sous Jospin. Est-ce qu'ils vivent au jour d'aujourd'hui? Je vous parle de ça d'il y a 15 ans. Allez, faisons réellement vivre ces cycles-là. Travaillons par des groupes de besoins pour les élèves. C'est ce qui se fait de plus en plus dans les écoles. Parce que chaque élève n'a pas les mêmes besoins au même moment. Nous sommes tous des êtres humains. Et ça,
dans le cadre des normes qui nous sont imposées par notre institution, eh ben, on a la possibilité de fonctionner ainsi. Voilà. Alors moi je vous rejoins pleinement, il faut que cette école du 21e siècle, du 22e siècle, elle arrive progressivement. On ne va pas tout chambouler, c'est pas dans mon pouvoir d'agir non plus d'écrire la norme scolaire, mais c'est dans mon pouvoir d'agir en tant qu'inspecteur d'interroger les choix des enseignants par rapport à cette norme-là, dans le cadre des obligations réglementaires qui nous sont opposables à tous en tant que fonctionnaires de l'éducation nationale. Mais j'interroge là-dessus et je vois quelle flexibilité, quelle intelligence on peut mettre au service de sa classe et de laisser la vie rentrer dans la classe. De ne pas être sous une... J'ai ma programmation de mathématiques et c'est très bien, il faut avoir une programmation en mathématiques. Mais à des moments de vie de ma classe, est-ce que là, il se passe quelque chose? Est-ce que je ne ferai pas une mathématique un peu plus tard et je dois mettre en mots ce qui est en train de se passer dans ma classe à cet instant-là? Non, non, je ne le fais pas parce qu'il y a ça à faire et on le met sous le tapis. Et à un moment, ça explose. Mais chaque fois que je vois une situation qui a explosé en classe, c'est parce que l'enseignant a été rigide par rapport à ce que a pu accepter l'enfant à ce moment-là. Mais c'est comme un parent. Quand on est fatigué, quand on arrive le soir et qu'on veut mettre un interdit à notre enfant, si on sait pertinemment qu'on est fatigué, qu'on n'arrivera pas à tenir cet interdit, ne vaut mieux-il pas se dire je vais faire une pédagogie du détour, je ne vais pas poser un interdit frontal à mon enfant, je vais le mettre en mots et je vais essayer de temporiser parce que demain peut-être je serai plus en forme et là je pourrai peut-être plus le poser cet interdit-là. Mais tout ce bon sens de bon père et de bonne mère de famille, mais il faut qu'on arrive à le retrouver, mais on va le retrouver collectivement dans nos écoles. Après, je reste dans mon pouvoir d'agir d'inspecteur sur un département et le plus beau département de France. Le plus ensoleillé. Merci à vous.